Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à l'inversion de la charge de la preuve. Pour rappel, en raison de l'importante quantité de travail scolaire comme extrascolaire auquel je me trouve confronté, vous comprendrez que les remakes sont privilégiés cette année sur la chaîne. C'est aussi pour ça qu'il m'arrive de porter des lunettes de soleil et que les vidéos de vulgarisation scientifique occupent une place moindre. J'avais en effet réalisé, voilà bientôt 4 ans, un travail de 2 minutes consacré explicitement à cet argument fallacieux de premier plan. Nous avons par la suite abordé un cas particulier avec l'épisode 19 de la tronche en live, celui de ce cher Jacques Grimaud, qui est un grand spécialiste. Enfin bref, je souhaitais ici effectuer une synthèse des argumentaires présentés dans ces deux vidéos, en vue de vous offrir un travail complet sur l'inversion de la charge de la preuve. Par ailleurs, j'en profiterai pour quelque peu nuancer mon propos, ajouter quelques informations complémentaires sur le principe d'une source fiable, de la réfutabilité des théories scientifiques et des limites de l'accusation d'inversion de la charge de la preuve. Il convient dans un premier temps de définir ce dont on parle. Dans une conversation, un débat ou autre, la charge de la preuve repose toujours sur celui qui procède à une affirmation. Alors vous allez me dire, à quoi peut bien correspondre la charge de la preuve? Wikipédia le définit assez bien. La charge, ou le fardeau de la preuve, est l'obligation des opposants d'un débat épistémique à fournir des preuves de leur position. En gros, c'est le fait de devoir donner des preuves quand on affirme un truc, tout simplement. La preuve étant ce qui permet de s'assurer de la véracité d'une chose. Ainsi, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve, et ce qui relève de l'affirmation extraordinaire demande une preuve d'un acabit équivalent. Mais alors, si c'est si évident, tout le monde devrait pouvoir le faire, non? Monsieur Grimaud, pourquoi la théorie de l'évolution est-elle fausse? Je n'ai pas dit qu'elle est fausse, j'ai dit qu'elle n'est pas correcte. Vous savez ce que c'est que le râteau pnu? De parler des tardigrades, par exemple, dans ces deux cas, elle n'est pas correcte. Alors pourquoi? C'est à vous que je pose la question. Non, Vous êtes biologiste, que je crois. Allez voir dans Wikipédia. Je demande à chacun de faire ce travail. Mais alors, pourquoi ce principe tout bête est-il si difficile à mettre en application? Quels avantages offre l'usage de cet argument à celui qui l'utilise? Pourquoi certaines personnes a priori honnêtes sont-elles amenées à l'employer? Dans un premier temps, il est aisé d'affirmer quelque chose, mais pas toujours d'en apporter une démonstration convaincante par la preuve sur le moment. Par exemple, imaginons que vous soyez dans une conversation avec un ami ou n'importe qui en désaccord avec vous sur un sujet très précis qui demande l'emploi de très nombreuses sources. À titre d'exemple, on peut parler des différences raciales dans l'intelligence. Voilà qui pourrait faire l'objet d'une future vidéo à part entière. C'est un sujet qui impose de lire beaucoup de littérature scientifique, et je sais de quoi je parle, regardez les sources de la vidéo sur le racisme pour vous en convaincre. Ne pas avoir la référence exacte d'une étude clé n'invalide pas nécessairement votre argument. Si vous ne l'avez pas sous la main, bah voilà. Dans une situation gênante comme celle-ci où vous n'êtes pas en mesure d'apporter la référence concrète à une affirmation, il serait malhonnête de la part de votre interlocuteur de jeter le discrédit sur cette affirmation faute de preuves. Il est néanmoins tout à fait en droit d'émettre une réserve sur ce que vous dites. Mais en vue de faire preuve de rigueur, il convient pour vous de faire pareil et de mettre en avant votre incertitude, qui devrait normalement disparaître au moment où vous aurez la preuve à votre disposition. On peut être alors tenté, de façon très maladroite, d'inverser la charge de la preuve quand l'adversaire devient inutilement insistant, par énervement. Dans un deuxième temps, c'est une stratégie très efficace pour ne pas avoir à argumenter et noyer le poisson sans avoir l'air trop stupide. Ça permet également de faire passer son adversaire qui demande des preuves pour un parfait incapable. Le 11 septembre est dû à une démolition contrôlée. Comment ça, tu veux des preuves? Mais va sur internet, crétin, tape preuve démolition contrôlée 911. Et dire c'est pas comme si c'était difficile non plus. Notez comment cet exemple fictif use d'une stratégie très habile. Faire passer pour simple la recherche de preuves tout en imposant cet exercice à son adversaire, alors qu'il est lui-même incapable d'en fournir, le voilà en position de force. C'est pas que con en fait. C'est exactement ce que Grimaud a fait lors du 19e épisode de la tronche en live. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Troisièmement, cet argument est très stratégique quand il est employé en tant que sophisme, car prouver le contraire de quelque chose est souvent très difficile. Allez-y, prouvez-moi que j'ai tort. Non, pas c'est que j'ai probablement raison. C'est précisément ce que j'illustre dans la première vidéo sur le sujet, avec les exemples du complotiste et du créationniste. Deux cas de figure qui passent un certain temps à employer cet argument. On peut rétorquer au petit malin qui s'amuse à l'utiliser que la charge de la preuve incombe à celui qui procède à une affirmation et qu'on peut très bien retourner l'argument contre lui. On peut aussi souligner que ce qui est irréfutable ne relève pas du scientifique. C'est le principe de falsifiabilité de Karl Popper. Sans preuve, une affirmation n'est pas réfutable, donc non scientifique. En d'autres termes, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté de la même
même manière. Il va falloir le répéter souvent ça. On peut aussi lui balancer une contre-preuve, ce qui est très difficile mais possible. Et dans ce genre de cas, il est assez amusant de regarder le visage de son interlocuteur se décomposer. Notons que la définition de preuve est quelque peu floue et nous n'avons pas tous forcément les moyens de se rendre compte de ce qui constitue une preuve. Pour ne pas faire reposer la charge de la preuve sur son adversaire, voici un petit guide sur ce qui constitue une preuve. Mettons-nous d'accord sur un point. La valeur de l'affirmation de celui qui effectue une inversion de la charge de la preuve ne vaut rien du tout. Néanmoins, celui qui fait l'effort de fournir une preuve est parfois tout aussi mauvais, selon la nature de la preuve. On peut même avoir affaire à des inversions forcées, les sources d'un adversaire étant si mauvaises qu'elles nous imposent de lui sortir des sources pour réfuter ce qu'il dit. Une source, ce n'est pas n'importe quoi. Il existe une hiérarchie bien précise qui va de la rumeur en passant par la sagesse populaire, le témoignage, l'argument d'autorité valide, l'étude scientifique isolée, la compilation de plusieurs études, jusqu'au consensus scientifique. Je vous laisse contempler cette jolie pyramide et la montrer à tout individu incapable de faire le distinguo entre ces catégories dans le cadre de l'apport d'une preuve. Chacune de ces catégories mérite qu'on s'y attarde un instant. La rumeur, tout d'abord, est souvent fausse. Elle ne repose sur pas grand-chose et se transmet de bouche à oreille, ce qui la déforme et altère d'autant plus sa fiabilité. Présenter une rumeur comme une preuve constitue ainsi le niveau 0 de l'argumentation. La sagesse populaire, c'est le dicton. C'est bien connu, tout le monde le sait. Même si c'est au-dessus de la rumeur, la sagesse populaire est gangrénée par un grand nombre d'idées reçues, comme le souligne habilement ce très cher Max Bird. Non, le froid ne cause pas le rhume, les moustiques ne sont pas attirés par la lumière, et les chauves-souris ne sont pas aveugles. N'en déplaise à la sagesse populaire. Tellement pas vrai, de ouf. Le témoignage à présent est déjà plus consistant, surtout si plusieurs personnes sont en mesure d'offrir des témoignages allant dans un sens. C'est d'ailleurs sur quoi repose la fiabilité historique du film Shoah, de Claude Lanzmann par exemple. Cependant, le témoignage souffre des défauts de la mémoire, qui peut altérer l'intégrité du témoignage et voir son contenu se modifier. Un témoignage est donc utile, mais il ne faut pas exclusivement se reposer dessus, et encore moins sur un seul, car il y a un risque de mensonge. Dans les jambes, ou à la tête, que au bras, on a eu une cheville cassée, oui. On nous a jeté. L'argument d'autorité valide à présent nécessite un développement plus long. J'ai à ce titre réalisé une vidéo entière qui détaille ce niveau de preuve avec précision. Je vous encourage à la visionner. L'étude scientifique atteint un niveau supérieur. Enfin, nuançons tout de même un peu. Une étude sérieuse, avec une méthode rigoureuse et reproductible, des résultats solides, une interprétation conforme aux résultats, représente un très sérieux niveau de preuve. Une étude qui ne se conformerait pas à ces exigences n'aurait par conséquent pas la valeur d'une véritable étude. Attention, car une étude isolée a moins de valeur qu'une méta-analyse qui compile tout un ensemble d'études. Si vous trouvez une méta-analyse pour soutenir votre argument, on est sur un niveau de preuve extrêmement élevé. C'est du lourd. Enfin, le consensus scientifique représente une quasi-unanimité des figures d'autorité valides et des études sur une problématique donnée. À ce niveau de preuve, l'argumentation consiste surtout généralement à défendre le consensus face à quelqu'un qui le remet en question pour des raisons débiles. On sort du débat tel que nous l'avons décrit dans cette vidéo. Interrogeons-nous à présent sur les limites de l'accusation d'inversion de la charge de la preuve. Pour les aguerris du débat, il vous est peut-être déjà arrivé de vous voir accusé d'inversion de la charge de la preuve, souvent en raison de la forme de votre argument. Si je considère que mon affirmation est suffisamment soutenue par tout un ensemble de preuves, à la hauteur de la méta-analyse ou du consensus scientifique, je suis tout à fait en droit de demander à mon adversaire de me prouver le contraire de ce que j'avance. Il n'y a pas d'inversion de la charge de la preuve ici, si mon argument repose sur des preuves solides a priori connues de tous. La théorie moderne de l'évolution décrit la réalité, par exemple. Ce n'est même plus à démontrer à ce niveau-là. Ah non, mais là on n'a pas le temps de démontrer Darwin, là il faut aller à l'école. Hein. On attend toujours de la part des anti-évolutionnistes un contre-argument scientifique valide remettant en question l'ensemble de la théorie. Pour le moment, rien de concret. À ce titre, je peux tout à fait demander à quelqu'un qui nie ouvertement la validité de cette théorie de me prouver le contraire. S'il m'accuse d'inversion de la charge de la preuve, soit il est malhonnête, soit il n'est pas conscient du consensus scientifique sur lequel je m'appuie. On peut d'ailleurs généraliser ce cas aux enquêtes si on a assez d'éléments pour être certain de la culpabilité d'un individu. On est en droit de demander des explications de sa part. La preuve est apportée de notre côté, la balle est ainsi dans son camp. Notez que celui qui procède à une affirmation est en possession, une fois de plus, de la source de ce qu'il affirme. Simplement, cette source
source est si évidente qu'on peut se permettre de ne pas la mettre en avant. On peut certes abuser de l'accusation phare de cette vidéo, ça ne remet pas en question la base. Enfin bref, j'espère avoir pu quelque peu vous éclairer au sujet de ce sophisme si présent dans le joyeux monde du scepticisme. Je vous encourage bien évidemment à visionner les 2 vidéos consacrées au cas particulier publiées sur la chaîne. Les liens sont en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.